Dans la première vidéo, je vous ai parlé de mon chemin de Compostelle imaginé et de la dure réalité de ce chemin. Dure réalité, mais réalité transformatrice. Une réalité qui m'a mise, moi, à rude épreuve, physique, tout d'abord l'épreuve, puis émotionnelle et mentale. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de la difficulté physique et de la sensation que nous n'y arriverions jamais. Lorsque nous avons décidé d'entreprendre ce chemin, Magali, Guillaume et moi, nous avions décidé pas de pression sur l'objectif. Si c'était trop dur, nous arrêterions. C'est mon mari qui nous avait amenés au Puy-en-Velay le premier jour et il nous avait proposé de venir nous chercher si nous coulions une bielle en cours de route. Donc, nous voici partis du puits le matin, après la messe, avec un sac de 10 kilos pour moi. Magali devait bien porter 12 kilos, car c'était elle qui s'était chargée de notre tente. Et Guillaume devait bien avoir un sac de 16 ou 17 kilos, car il portait la deuxième tente, plus le réchaud, plus la caméra et le panneau solaire. Car, oui, nous voulions faire un reportage. Et pour toute nourriture, un sandwich que nous nous étions confectionnés le matin. Non, attends, un sandwich chacun quand même, faut pas pousser. Mais nous nous étions dit, pas de panique, nous trouverons sur le chemin de quoi acheter à manger et de toute façon, nous avions des rations lyophilisées. Nous n'avions pas déjeuné avant de partir, Guillaume et moi, parce qu'à 4 heures du matin, nous avons rarement faim. Magali avait géré le truc autrement, elle est un peu plus sportive que nous, et elle s'est dit qu'elle doit manger pour pouvoir tenir la distance. Elle avait donc pris un petit déjeuner un peu plus consistant. Il n'empêche qu'en sortant de la messe, nous aurions pu nous poser la question et manger quelque chose au Puy-en-Velay, car nous étions levés depuis au moins 5 ou 6 heures. Mais non, nous n'y pensons même pas. Notre seule préoccupation est de trouver le chemin pour pouvoir sortir de la ville et enfin se mettre en route. Comme je le disais, la route commence durement avec une montée interminable, un soleil de plomb, du poids sur les épaules. Je ne sais pas ce que les autres pensent, mais moi, je suis partagée entre oui, je suis contente et je ferai bien une petite pause. Sauf que nous sommes 3 et lorsque nous faisons partie d'un groupe, nous devons nous adapter les uns aux autres. Magali se retrouve en tête du convoi facilement. Elle trace sa route, suivie de Guillaume et moi, loin derrière. C'est là que je commence à demander de l'aide à mon ange gardien, au Reiki, à Saint-Jacques, à mon guide, et pourquoi pas à Dieu lui-même. De temps en temps, mes jeunes s'arrêtent pour m'attendre. Puis nous nous arrêtons pour manger notre sandwich à Saint-Christophe sur Delaizon, espérant trouver une boulangerie, une épicerie, enfin quelque chose qui nous permette de compléter notre repas, car le sandwich, moi, il m'a suffi, mais pour les jeunes, ce n'est pas assez. Ils ont besoin de plus de calories que moi. Et d'ailleurs, le premier changement se fait sentir pour moi. Je n'ai pas faim. En marchant, je m'ancre à la terre et je visualise l'énergie de la terre qui entre par mes pieds pour me permettre de continuer à marcher. Et ce que je n'ai pas prévu, cela m'enlève la faim. Bref, là où une moitié de sandwich me suffisait amplement, il en aurait fallu 2 ou plus à mes 2 jeunes. Après avoir fait le tour du village pour trouver quelque chose, nous réalisons que c'est lundi. Voilà pourquoi tout est fermé. Oui, tout est fermé le lundi à Saint-Christophe. Nous râlons un petit coup pour la forme,
quoi quand même, fermer sur le chemin du pèlerinage, quand même, ce n'est pas normal. Et nous nous encourageons les uns les autres. Non, mais reconnais que ce n'est pas logique. Et c'est là que nous repartons complètement fatigués, dépités, et nous disant que finalement, non, ça ne va pas être si facile que nous l'avions pensé. Reprendre le sac à dos à chaque pause nous demande toujours plus de courage. C'est Magali qui fait les calculs et nous dit « Bon, nous avons marché tant de kilomètres en tant d'heures. Si nous continuons sur notre rythme, nous pouvons nous arrêter à tel ou tel village. » Ce que je trouve bizarre aujourd'hui, c'est pourquoi nous n'avons pas pensé à nous faire chauffer de l'eau pour une ration lyophilisée, savoureuse et nutritive. Nous n'avions pas assez souffert, sans doute. Je vous le dis franchement, le pèlerinage n'est pas une petite promenade du dimanche. Notre intelligence aussi est mise à rude épreuve. En poursuivant notre chemin jusqu'au gîte première étape à Montbonnet, je perds de la vitesse et reste assez loin en arrière, ce qui en soi n'est pas grave ni même problématique, sauf que nous n'avons pas tous la même façon de gérer le stress. Magali accélère car elle doit absolument arriver pour se restaurer. Guillaume m'inquiète parce que je le sens faiblir et je sais qu'il n'a pas assez mangé. Je leur envoie l'énergie Reiki pour les soutenir et en même temps, j'appelle leur ange gardien. Vous l'avez compris, je ne me prive pas d'une aide divine, quelle qu'elle soit. L'arrivée à Montbonnet est accueillie avec joie par nous trois. Car miracle, le bar-restaurant est ouvert et nous allons pouvoir boire autre chose que de l'eau. Et pour ceux qui ont faim, manger. C'est là que nous nous installons chez Anne et Didier, les personnes merveilleuses qui tiennent le gîte première étape. Il y a des choses que nous pouvons apprécier dans la vie. La douche après l'effort, le repas après avoir eu faim et le repos dans un endroit qui nous semble paradisiaque. Car nous avons marché un peu plus de 17 km avec à peu près 500 mètres de dénivelé. C'est la première fois que nous montons les tentes. Nous avions fait un essai à la maison avant de partir. Mais là, nous sommes dans le feu de l'action et il faut savoir faire et savoir faire rapidement parce qu'on n'en peut plus. Je dois reconnaître que Magali est efficace à tout point de vue. Montage des tentes, pliage des sacs de couchage, pliage des matelas gonflables. Jusqu'à la fin du chemin, elle m'aura plié les miens. Car, avouons-le, on ne peut pas être doué pour tout. Et moi, le pliage du matériel, le montage et le démontage, ce n'est pas mon point fort. Je vous ai déjà raconté l'ambiance sympathique du repas du soir et du petit déjeuner du lendemain. Là, ça devient intéressant pour nous, car Anne, merci Anne, mon Dieu, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans elle. Anne connaît le chemin par cœur. Elle l'a parcouru plusieurs fois et elle remarque que nous n'y arriverons jamais si nous continuons avec nos sacs à dos tels que nous les avons organisés. Tout d'abord, le sac de Guillaume est beaucoup trop lourd, avec du matériel parfaitement inutile que nous n'utiliserons jamais. Il manque une boucle à sangle et Anne nous explique que les sacs sont tellement techniques et tellement bien conçus qu'il n'y a pas une sangle de trop. Elle recoud une boucle à une sangle du sac de Guillaume, car si le sac à dos n'est pas bien positionné sur les hanches et bien sanglé, on est déséquilibré pour la marche. Et Anne nous annonce que nous allons attaquer une descente particulièrement difficile. Elle nous propose de nous délester de tout le matériel inutile et de nous le garder jusqu'au moment où nous reviendrions le chercher 5 jours plus tard.
Elle nous aide à refaire les sacs à dos pour qu'ils soient bien positionnés à la verticale sur notre dos et serrés au niveau des hanches. Guillaume gagne au moins 4 à 5 kilos de poids. Magali et moi, un peu seulement, parce que nous laissons juste quelques vêtements sur place et quelques affaires de toilette. Puis nous avons droit à un exposé de la part de Anne sur la difficulté que nous allons rencontrer cette deuxième journée. La descente de Rochegude. Après Saint-Privat d'Allier. Il faut dire que parmi les pèlerins, il y a un groupe de personnes âgées qui n'ont jamais beaucoup marché jusque-là. Anne nous explique bien ce que nous allons rencontrer et je dois dire qu'après l'avoir fait, c'était exactement comme elle nous l'avait dit. Infernal. Jusqu'à Saint-Privat d'Allier, ça va. Nous traversons des forêts sympathiques. Nous sommes seuls sur le chemin. Les pèlerins, nous les rencontrons, mais nous ne nous attardons pas. En fait, nous n'avons pas très envie de discuter avec les gens. Nous sommes vraiment en nous-mêmes, presque en méditation marchée. Et le chemin à cet endroit n'est pas trop difficile. Il faut dire aussi que nous avons récupéré des forces avec les repas pris au gîte. Magali et Guillaume achètent des sandwichs au cas où ils auraient faim sur la route, parce que nous avons décidé de manger à Saint-Privat à midi. Enfin, midi, 11h ou 13h, nous ne sommes pas trop fixés sur les horaires. Je trouve un lieu d'accueil des pèlerins plutôt pittoresque en cherchant un restaurant parce qu'il se trouve que la boulangerie ne fait que des sandwichs avec du jambon ou du thon. Et moi, je ne mange pas d'animaux. En sortant de la forêt et en entrant à Saint-Privat, il y a sur la gauche une sorte de petit restaurant chez Michel, mais il n'y a rien d'écrit concernant les repas proposés. Aussi j'entre et je pose la question « Que pouvez-vous nous proposer à manger ?» Sa réponse est plutôt originale. « Ce que tu veux. » Il faut dire que sur le chemin, tout le monde se tutoie. Je pars chercher mes enfants pour qu'ils viennent manger chez Michel, qui cuisine tout ce qu'il a et fait tout ce qu'il peut pour nous faire plaisir. Nous repartons contents du repas et de cette rencontre originale et insolite. Et nous arrivons à Rochegude où nous pouvons aller voir une vieille chapelle et une tour, une sorte de donjon qui domine la vallée de l'Allier. Et enfin, nous trouvons la belle descente dans la forêt avec une pente de 20%. Je ne vous cacherai pas que je l'ai trouvé difficile. Je pense à cause du poids de mon sac à dos qui en descente peut me pousser vers l'avant. Heureusement qu'il était bien positionné sur mes hanches. Le chemin est étroit et caillouteux et c'est là que je me dis « Mon Dieu, comment j'aurais fait avec Jolly Joy ?» Arrivé en bas et en sortant de la forêt avec un petit saut de cabri final, je me dis « Ça c'est fait ». Nous continuons la marche jusqu'à l'étape suivante, Monistrol d'Allier. Arrivé à Monistrol d'Allier, je suis épuisée. Nous avons parcouru presque 17 km depuis Montbonnet. La descente de Rochegude a été une véritable épreuve pour moi et j'ai bien l'impression que je ne peux pas marcher 1 kilomètre de plus. Nous apercevons un camping et si possible, nous poserons la tente à cet endroit. C'est possible, il y a de la place. Le camping est une étape de pèlerinage sur le chemin et le monsieur qui le gère nous tamponne notre crédential. Et à ce moment-là, tu fais une rencontre qui te permet de relativiser les difficultés. Nous faisons la connaissance d'une jeune fille de 24 ans qui marche seule depuis Nuremberg et qui a l'intention d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, vous avez bien entendu, Nuremberg en Allemagne. Et elle marche depuis ce point-là environ 30 km par jour. Elle nous dit, pour nous remonter le moral, que le plus dur, ce sont les 2 premières semaines. Après, ça va.
Je la crois volontiers. Je pense que lorsque le corps s'est habitué à l'épreuve physique, ce qui reste, c'est l'épreuve émotionnelle et mentale, car ce chemin, lorsque nous le pratiquons avec un esprit de pèlerinage, mène nos nerfs à rude épreuve. Jusque-là, nous n'avons rencontré que des personnes bienveillantes, accueillantes, serviables. Arrivé sur le terrain de camping, je jette tout par terre. Le sac à dos, mes chaussures, bref, je n'en peux plus. Magali et Guillaume montent les 2 tentes. Je ne suis pas très performante à ce moment-là. Je n'ai qu'une envie, acheter une bière à l'accueil du camping et aller la boire au bord de l'Allier en trempant mes pieds dans l'eau. Oui, parce que quelqu'un sur Facebook m'a dit que les courbatures et la fatigue passent avec une bonne bière. D'habitude, je la bois sans alcool, la bière. Mais là, je me dis, allez, tente le coup. Les jeunes m'accompagnent. Je crois qu'ils s'inquiètent un peu pour moi. Pourtant, il me semble n'avoir montré aucun signe d'agacement. Ma fatigue est juste physique et j'ai besoin d'arrêter. Mais là, je perds du temps. Sauf que dans ma tête, le temps n'est jamais perdu. J'ai envie de faire les choses lentement. De leur côté, les jeunes ont monté la tente, gonflé leur matelas, posé les sacs de couchage, pris leur douche, chauffé de l'eau pour les repas lyophilisés. Et moi, je bénéficie du montage de la tente, de l'eau chaude, et je prends ma douche alors qu'il fait déjà nuit. Pareil pour mon matelas, ce qui donne pour résultat qu'il est mal gonflé et mal fermé, et le voilà qui se dégonfle petit à petit pendant la nuit. Je me réveille de temps en temps sur un seul dur et je comprends le lendemain matin que j'ai carrément dormi par terre. La nuit a été très humide avec un peu de pluie et beaucoup de condensation à l'intérieur de la tente. Il fait froid au réveil. Je n'ai pas très envie de m'agiter dès le matin. J'aurais bien aimé prendre mon temps, mais mes enfants me font comprendre qu'il est temps de s'activer un peu et de partir vite. Un café chaud me manque à ce moment-là. Magali et Guillaume mangent leur sandwich de la veille en marchant, et je ressens la frustration que procure le manque d'un café chaud matinal. Oui, parce qu'il est réellement tôt. Il est tellement tôt que le gérant du camping n'a pas encore ouvert, donc le café m'a caché, comme dit l'autre. Punaise, la journée va être longue. C'est la réflexion que je me fais en partant en direction de Saugues ce matin-là.